Bonsoir tout le monde. On est au rendez-vous de 19h30. Céline aussi, j'imagine. Céline? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Philippe. Bonsoir Céline. Alors, je suis très contente de cette troisième capsule avec vous tous. Aujourd'hui, on vous propose 26 questions avec des réponses qui peuvent mériter un peu plus de temps si vous le souhaitez. Et peut-être que moi, vous proposerai d'étayer davantage vos propos sur certaines d'entre elles. C'est des questions qui nous ont été soumises sur les différents chats, sur les semaines passées, les différentes capsules que nous avons déjà présentées. Alors, on espère que vous vous reconnaîtrez dans vos questions. Pour toutes les autres questions que vous souhaiteriez poser ce soir durant le live, bien évidemment que je vous l'ai déjà dit, nous ne les voyons pas, donc nous allons les répertorier et puis les trier. Vous pouvez sur YouTube les poser dans l'onglet, c'est l'onglet communauté, comme ça elles seront toutes au même endroit. Et puis si c'est sur Facebook, que ce soit sur la page de la Web TV ou la page Facebook du RDH, peut-être nous les donner en MP. Ça nous évite de remonter tout le fil de commentaires pour pouvoir les récupérer. Et puis évidemment par mail, hein. Ça ne change rien au service communication@lerdh.fr. Voilà. Donc aujourd'hui, on repart on était sur 51 questions sur la dernière capsule, la capsule numéro 2. Donc on passe à la 52e question, Philippe. Je vous écoute Céline. C'est parti. Les banques de données contiennent-elles des informations sur l'origine du virus, la fabrication des injections, leur composition et ce que cela induit? Écoutez, je suis très heureux de cette question parce qu'on me l'a effectivement posée à plusieurs reprises, mais j'entends donner la réponse la plus transparente. Fin 2014, j'étais toujours sous mes contrats d'État avec 3 pays africains. Je confirme, fin 2014, que l'on m'a approché pour me demander si je voulais faire partie, si je voulais aider à formater, à programmer une stratégie pour un événement qui se passerait en 2020 au sujet des travaux de la Fondation Gates sur les pays africains sur lesquels nous étions consultants. Ma réponse, à l'époque, avait été très directe, non. Mais j'étais encore sous contrat. 31 décembre 2014, je quitte mes occupations en tant que consultant et je m'affaire à formater, donc à créer le Rassemblement des droits de l'homme et aux États-Unis le Human Rights Unity. Premier trimestre 2015, on me rappelle de nouveau. C'était un président qui est toujours d'ailleurs à l'heure actuelle président de son pays. Vous savez que dans certains pays africains, les présidents durent très longtemps. Et on me repose la question, il me repose la question en me disant, écoutez, nous entendons que vous ne faites plus partie de nos consultants, mais seriez-vous quand même OK de participer à cette stratégie? C'est un événement qui se passera en 2020 et une fois de plus, c'est au sujet des travaux en particulier sur la vaccination que Bill Gates fait depuis beaucoup d'années, des décennies sur les territoires africains. Seriez-vous donc d'accord de participer? Ma réponse a été la même, non. Ce qui fait que je n'ai jamais eu accès volontairement à quoi que ce soit comme information relatant à cette pandémie qui a démarré en 2020. Par contre, je confirme que à l'époque, on m'avait demandé si je voulais faire partie pour mettre en place une stratégie, je ne connaissais pas laquelle, qui était, une fois de plus, directement en relation avec les travaux de la Fondation Gates. Voilà ma réponse. Je ne peux pas être plus clair, plus transparent et plus direct. Eh bien, merci beaucoup pour cette réponse. Question suivante. Alors, pensez-vous que les 1% veulent tracer l'ensemble de la population avec une puce RFID ou le QR code? Où est le QR code? Pourquoi pas? Ce que je peux vous confirmer, c'est que les 38 personnes dont j'ai fait largement référence aux États-Unis, en particulier sur les émissions avec Stu Peters au travers de la fondation Nations in Action, ils sont moins que 1%, 38 personnes, dont certains
que nous connaissons très bien. Ils ont en projet, probablement, en finale, en fin d'exercice, cette puce. Je vous le confirme. Mais avant cela, depuis 2020, c'est clair qu'ils ont tenu leur stratégie et leur agenda. Donc, je pourrais vous répondre, c'est pas de la spéculation, mais je dirais à 80%, je dirais oui, positivement, c'est leur agenda. Je vous rappelle que ces gens-là ne font pas partie du vrai monde, bien qu'ils en font partie, mais pour eux, ils sont différents. Pourquoi? Tout simplement, ils ont perdu toute notion d'humanité au travers de leur fortune personnelle. Et ce sont des gens qui, aujourd'hui, ont voulu formater un monde à leur image, sous leur contrôle. Et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est pour cette raison que je répète depuis 3 ans que le Rassemblement des droits de l'homme est aujourd'hui la seule entité capable de faire face à ce gouvernement de l'ombre, car nous les connaissons bien et nous avons aussi contribué, non pas à formater leur agenda, mais à faciliter certaines de leurs transactions, ce qui nous permettait justement de créer ces banques de données, car au travers des informations que nous avons obtenues, nous sommes en mesure aujourd'hui de répondre en entièreté des revendications pour les Françaises et les Français, et non pas limitées à la France, mais bien globalement, pardon. Très bien. 54e question. Allez-vous lever le secret défense de 50 ans mis en place par ce gouvernement à propos des décisions liées à cette crise sanitaire, Philippe? Répétez la question, là, je vous suis pas. Je répète la question. Bien évidemment, on se projette en 2022 et vous êtes chef d'État de la France. Est-ce que vous lèveriez le secret défense de 50 ans qui est mis en place par le gouvernement à propos des décisions qu'ils ont prises par rapport à cette crise sanitaire? Tout à fait, transparence totale. Ça, c'est parfait. Merci. Si vous êtes à la tête de l'État, les données de santé des populations récoltées à notre insu seront-elles détruites? Que faisons-nous de nos données que faisons-nous de nos données que M. Macron a mis à disposition de Microsoft? Pour bien répondre à cette question, je vais vous demander de la répéter. Bien sûr, je suis désolée, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément tournée correctement parce qu'il y a 2 questions dans une seule et même question. La première à l'intérieur, c'est si vous êtes à la tête de l'État, les données de santé des populations qui ont été récoltées à notre insu seront-elles détruites? Et dans un deuxième temps et en même temps finalement, qu'est-ce que nous ferions que pouvons-nous faire finalement des données que M. Macron a mis à disposition de Microsoft, mais qui nous concernent nous? Toutes ces données qui ont été récoltées et qui ont été ensuite données à Microsoft. C'est très simple. Tout ce qui a été fait à l'insu des Françaises et des Français sera obligatoirement repris. Il est hors de question, je vous le rappelle, le RDH n'est pas un parti politique, c'est un gouvernement lui-même, donc on éradique l'entièreté. Donc tout ce qui a été fait à l'insu des Françaises et des Français sera immédiatement remis en place pour les Françaises et les Français. Aucune négociation possible, y compris avec tous les pays associés de l'Europe. C'est la raison pour laquelle le RDH sortira de l'Europe immédiatement. Nous reprenons la souveraineté, nous la donnons au peuple. Très bien. Et donc, on est bien d'accord, la confidentialité sur nos données personnelles sera rétablie. Bien évidemment. Merci Philippe. L'entièreté. Parfait. Alors, vous avez écrit… Croyez-moi qu'on aura les moyens de vérifier ça. À partir du moment où vous ne faites pas partie de leur système et vous créez le vôtre, vous êtes à même de décider pour vous-même et par vous-même ce que vous faites. Et étant donné que la priorité, c'est pour les Françaises et les Français, aucune discussion possible, aucune négociation possible à cet effet. Merci. Vous avez écrit de nombreuses lettres que nous avons publiées sur la page du Rassemblement des droits de l'homme. Donc, c'était des lettres ouvertes. Certains aimeraient connaître leur but et puis surtout, finalement, à qui vous les adressiez parce qu'ils ont eu le sentiment qu'elles ne nous étaient pas toujours adressées à nous, citoyens, directement. Tout à fait, et je le confirme. Ce n'est pas que j'essayais de vous cacher quoi que ce soit.
C'était des lettres d'information importantes que j'adressais aux Françaises et aux Français. Au même moment, c'était des lettres que j'adressais. Alors certains étaient très codés par rapport aux relations que nous avions avec le gouvernement de l'ombre. C'était pour bien établir avec fermeté nos intentions d'aller de l'avant avec le Rassemblement des droits de l'homme qui, je vous le rappelle, a été créé en 2015. Donc c'était des lettres qui étaient aussi bien adressées aux Françaises et aux Français et aussi bien adressées au travers de certains codes au gouvernement de l'ombre et en particulier de ceux qui les représentent. Et le message a bien été entendu, je peux vous le dire, ce qui confirme d'ailleurs la possibilité que j'ai eue de racheter l'entièreté des banques de données le 30 septembre 2021, suivi de ce rendez-vous du 3 octobre 2021 à Cap d'Aille avec les représentants du gouvernement de l'ombre, suivi aussi par l'intendance, les généraux américains qui, eux, ont validé l'entièreté de ce que nous avons bien voulu leur présenter au niveau de banques de données. Donc là, vous avez, Françaises et Français, confirmation qu'effectivement, ce que nous avons est bien réel et existe et juste en attente de démarrer selon notre timing et notre agenda qui, en France, est prévu pour avril 2022, du moins je l'espère, si les Françaises et les Français auront cet éveil de conscience de ne plus repartir sur des partis politiques, mais bien se positionner sur le Rassemblement des droits de l'homme, qui est leur seule sortie de secours, leur seule et unique. Et je le répète, leur seule et unique, il n'y en a pas d'autre. Et ça ne se représentera pas une deuxième fois. Alors, justement, beaucoup voient les banques de données comme une aide providentielle et certains se demandent quelles sont les limites des banques de données. Il n'y a pas de limite. Où sont les limites à partir du moment où s'il y avait une limite au niveau des banques de données, je ne serais pas là en train de vous parler. Mais je le rappelle, nous ne sommes pas là pour créer des conflits. Ces banques de données ont permis surtout de réaliser une grande partie de la géopolitique à venir pour 2022, et ce depuis 2015. Ce sont des informations qui sont utilisées pour mettre une pression suffisante pour permettre de retrouver une liberté, en commençant par la France, et à redonner une liberté d'être et de penser aux Françaises et aux Français. Et c'est pour ça que je suis plus que peiné qu'au bout de 3 ans, je suis encore dans l'obligation d'expliquer cela de par la censure, car je peux vous dire une chose, si le RDH n'avait pas été censuré depuis jour 1, probablement il n'y aurait pas d'élection présidentielle en avril 2022. Le RDH aurait déjà pris le pays en main grâce à votre soutien, car ceci est un rassemblement général. Nous ne sommes pas là pour faire tomber qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ces banques de données sont là pour vous permettre, avec vous, Françaises et Françaises, de finalement vivre notre pays. Et c'est pour ça que le RDH ne dit pas vive la République ni vive la France, mais indique bien vivre la France. Très bien. 59e question. Alors, c'est une question double, hein, comme tout à l'heure, 2 questions dans une. Et évidemment, on se projette en 2022. Vous êtes chef d'État en 2022. Qu'est-ce que vous faites des responsables et des complices des décisions liberticides, tyranniques et de crimes contre l'humanité que la France a subis lors de cette crise sanitaire? Et quelle est votre position face à cette pseudo-crise? Alors là, on parle de décrets, de lois et de sanctions qui ont été prises comme ça contre le peuple français. Alors déjà, sans exception, ils seront tous traînés en justice. Sans exception. Je vous le rappelle, si le RDH prend la France, ce n'est pas un parti politique. C'est un mouvement humanitaire qui sera là pour remettre les pendules à l'heure. Et je peux vous dire une chose, que toutes celles et tous ceux qui sont complices, qui ont été complices de cette pandémie, je vous dis aujourd'hui, ne dorment pas d'une façon transparente. Loin de là, ils ne savent absolument pas quel sera l'agenda, mais je peux vous dire une chose, que justice sera faite, au nom de la souveraineté du peuple. Très bien. Merci pour nous. Que comptez-vous est-ce que vous comptez rétablir la prescription des traitements sur le SARS-CoV-2 et la liberté de prescription des médecins si vous êtes chef d'État en 2022, ce que l'on souhaite? 100%. La prévention avant tout, c'est clair. Vous savez, la Covid est avant tout
c'est très proche d'une grippe. Et je peux vous dire une chose, que la prévention est très facile. Et des études très poussées aux États-Unis, et je peux vous dire qu'on me tient très informé sur ces études. Il y aura une prévention totale, et je vais même plus loin, qui sera prise en charge par le gouvernement. Donc, vous serez sans aucun problème, vous aurez la possibilité d'accéder à toutes c'est même pas des médicaments, à tout ce qui existe pour prévenir justement cette Covid-19. Et de plus, tous les médecins qui s'affairent à ce genre de traitement seront 100% couverts et même mis en avant. Merci. Vous êtes-vous penché, alors on change de sujet complètement, on n'est plus sur la Covid. Vous êtes-vous penché sur le sujet de l'énergie libre, Philippe? Et si c'est le cas, prévoyez-vous un département dédié à ce type d'énergie et à l'environnement? Alors, l'énergie libre dont vous parlez, vous faites référence à quoi spécifiquement? Je Parce que pense ça à peut tout. être pris en plusieurs catégories. Il peut y avoir le LNG aussi, le Liquefied Natural Gas. Est-ce que Eh bien l'énergie libre… justement, je pense que beaucoup font référence à toutes ces nouvelles technologies qui émergent. On n'a pas eu de précision sur la question, peut-être à Tesla, peut-être à ces énergies qui coûtent beaucoup moins cher que celles qu'on nous vend aujourd'hui. Mais je sais aussi que vous avez des réponses à ce sujet sur ce dont vous venez de parler à l'instant, justement. Oui, Et peut-être tout à pourriez-vous fait. développer. Effectivement, c'est déjà vous faites référence à Tesla et moins cher, mais très coûteux au niveau de l'environnement. Si vous saviez ce qu'il pour réaliser une simple batterie d'un véhicule, si vous étiez vraiment mis au courant, vous ne seriez pas là en train de conduire des véhicules électriques. Il y a des énergies qui sont très performantes, en particulier le LNG, qui est le Liquefied Natural Gas, et je peux en parler en conséquence. Le groupe que je représente a été parmi les premiers à racheter avec un pays souverain, je peux dire, la réserve principale dans le monde de Liquefied Natural Gas, qui à ce jour est toujours resté en attente. Pourquoi? Parce que les intérêts du gouvernement de l'ombre ne sont pas mis sur ce genre d'énergie, mais bien sur les énergies existantes. Donc, si la France pouvait se retrouver à la tête avec le RDH, je peux vous dire que ces énergies seront mises en priorité pour aller à l'encontre des énergies aujourd'hui qui sont, premièrement, qui nous coûtent très cher, et deux, qui coûtent aussi très cher au niveau de l'environnement. Et je vous le rappelle, l'environnement est une priorité pour le Rassemblement des droits de l'homme. La protection. Donc vous confirmez qu'il y aura bien un département pour l'énergie et pour l'environnement au sein du gouvernement RDH. Je le confirme totalement. Parfait. Alors on revient à la Covid. À 7 minutes, Philippe, est-ce que vous avez des informations à propos de la 3e dose pour les soignants et pour la vaccination obligatoire dont on parle tant ces derniers jours? Je n'ai aucune information à vous donner à ce niveau-là. Je peux simplement vous dire que le gouvernement, depuis ces 2 dernières années, a tenu et tient à la lettre leur agenda. Donc, c'est très probable que la situation s'empire en France. Mais je vous le rappelle, il y a une immense sortie de secours qui s'appelle Rassemblement des droits de l'homme, avec une échéance très rapide qui est avril 2022. 63e question. La menace du transhumanisme et la puce RFID pèsent sévèrement sur nous. Avez-vous des solutions pour contrer cet horrible dessein? Ce point est-il mentionné dans vos banques de données? 100%, totalement, et elles font exactement partie de l'agenda qui démarrera en avril 2022. Totalement. C'est global. Hein. Le cahier des charges du Rassemblement des droits de l'homme, que vous pouvez retrouver à www.lerh.fr, et ce que vous pouvez apprendre, vous familiariser. Mais je peux vous dire que le travail de fond qui a été fait derrière tout cela a été un travail des plus performants depuis pratiquement 6 ans maintenant, avec les données qui sont irréfutables, c'est-à-dire des informations véridiques sur lesquelles nous avons d'ailleurs construit et formaté ce nouveau gouvernement qui est là en attente pour vous. Donc, nous serons en mesure très rapidement, sous une échéance pratiquement de quelques semaines, si
gouvernement été du RDH en avril 2022 de contrer tout cela. Et non pas à un niveau national, mais bien à un niveau international, car je vous rappelle, la France fait partie des 6 premières puissances mondiales. Et je peux vous dire une chose, que si la France était sous le RDH, la géopolitique mondiale, en quelques heures, changerait. En quelques heures. Écoutez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Et si on se retrouve en avril 2022, vous verrez que tout ce que je vous ai dit à la lettre se passera. Formidable. Alors, nous vous avons entendu dire que vous pouvez placer des personnes du peuple à la tête des ministères, mais prévoyez-vous aussi des experts? Alors, à nouveau, on se projette sur 2022. Est-ce que vous prévoyez des experts? Quand on dit experts, on parle de gens comme aujourd'hui qui sont par exemple spécialistes de la question de la santé, du Covid. On voit beaucoup de médecins qui ont beaucoup de courage et qui parlent. Est-ce que ces personnes pourraient faire partie de ces ministères? Et comment comptez-vous constituer le gouvernement du RDH plus largement? Je vais vous dire, déjà, les experts font partie des citoyennes et des citoyens. Les experts en place aujourd'hui font partie de l'agenda du gouvernement de Hollande. C'est tout à fait différent. Donc oui, je confirme, ce seront des gens qui seront pris des citoyennes et des citoyens, des experts sur le terrain, qui savent, eux, de quoi ils parlent. Donc là-dessus, je serai très clair. Et le gouvernement sera formé de gens qui ont été sur le terrain. Un gouvernement est là pour répondre à la population. Il n'est pas là pour répondre à un agenda qui a été formaté pour une élite qui dirige le gouvernement en place. Et c'est bien ça que vous devez comprendre. Et c'est bien ça que j'essaie que je répète à chacun de ces épisodes que nous faisons en élisant un parti politique. Vous élisez le système. Vous faites perdurer ce même système dont vous en êtes victime. Rien ne changera. Cette opportunité qui est le Rassemblement des droits de l'homme est unique. C'est un gouvernement lui-même, le RDH, qui a décidé de prôner l'humanité et de rendre une justice, en particulier aux plus démunis, qui, je vous le rappelle, les plus démunis font pratiquement 68% de la population globale dans le monde. Donc c'est ça qu'il faut penser. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, que le RDH a été, encore à cette minute, aussi censuré. Rien que cette censure vous valide l'entièreté de mes propos. Je pourrais arrêter maintenant cette émission que nous faisons. Vous avez votre réponse. 3 ans de censure de la sorte? Bien évidemment, tout ce que je dis est vrai. Et bien évidemment, tout ce que je prévois peut se passer. C'est la raison pour laquelle je suis censuré. À un moment, il faudra vous réveiller, Françaises et Français. Cette opportunité ne se représentera pas une deuxième fois. J'arrête pas de vous le répéter. Si ce n'est pas le cas, vous vous retrouverez devant Macron ou une Pécresse, ou allez savoir qui, en avril 2022. Et ce sera la même chose pour 5 ans. Et vos repères, ce sera encore multiplié par 5 et par 5. Donc, vous avez absolument toutes les informations pour pouvoir changer votre devenir et en particulier votre vie de famille. À vous de choisir. Alors, 65e question. Le RDH va-t-il s'occuper des personnes suspendues et licenciées à cause de l'obligation vaccinale? Et dans un même temps, y aura-t-il des indemnisations pour ces personnes en précarité extrême aujourd'hui qui vivent un réel préjudice moral? Oui, je vous le confirme. D'ailleurs, c'est déjà indiqué sur le cahier des charges du Rassemblement des droits de l'homme. Oui, nous prendrons en compte toutes celles et tous ceux qui ont été justement victimisés à cause de cette Covid-19 et de ces vaccins. Et bien évidemment, nous prendrons en charge aussi toutes celles et tous ceux qui ont subi des dommages financiers à cause de cette pandémie, qui, je vous le rappelle, en est une. Merci. Question suivante. Ne craignez-vous pas que les élections de 2022 soient truquées comme aux USA? Et comment prévenir cette triche quasi certaine? Comment garantir finalement une élection honnête? La seule chose que je peux vous dire, c'est que si le RDH est en position de se présenter pour 2022, il y aura derrière les coulisses un travail qui sera fait pour qu'il rien ne se fasse à l'encontre du Rassemblement des droits de l'homme. Alors, pour toutes celles et tous ceux qui ne sont pas satisfaits de cette réponse, ils devront lire entre les lignes.
Par contre, je n'interviendrai absolument pas sur quoi que ce soit, sur qui que ce soit au niveau de ces élections, si le RDH n'en fait pas partie. Probablement, ces élections pourraient être truquées, peu importe. Je n'interviendrai absolument pas. La seule intervention que je ferai, c'est si le RDH est effectivement en position de se présenter. Je peux vous garantir qu'il n'y aura pas une seule voix du RDH qui sera volée. Ça, je peux vous le garantir. Pourquoi ? Parce que nous connaissons le système et comment ça marche derrière les coulisses. N'oubliez pas que nous étions les ingénieurs depuis 15 ans de ce genre de mécanisme. Donc, je fais référence les rouages du gouvernement. Ok, je vous laisse apprécier la réponse. 67e question. Apprécié. Avez-vous à votre disposition des informations à propos de Davos, de Bill Gates, de Gavi, OMS, G20, l'agenda 2030, Bilderberg? Avez-vous des liens avec Klaus Schwab? Alors, je sais que cette question est immense et bien évidemment, la personne qui nous l'a soumise certainement n'attend pas que vous donniez des informations concernant toutes ces personnes, mais vous comprenez bien la direction dans laquelle cette personne veut aller, à savoir, c'est avec ce gouvernement de l'ombre, avec toutes ces organisations en tout cas. Bien évidemment, je confirme, nous avons beaucoup d'informations sur toutes les entités, les gens dont vous avez cités. Et ces informations ont été mises déjà en action pour faciliter une meilleure géopolitique pour notre pays depuis 2015. Et elles seront aussi utilisées pour parfaire un idéal pour les Françaises et les Français. Oui, nous avons ces informations qui seront mises en œuvre à partir d'avril 2022, pas avant. Très bien. Si vous étiez chef d'État, Philippe, les propositions de loi et les réformes seraient-elles votées par les représentants des différentes corporations ou pas? Alors, j'entends, les artisans pourraient soumettre et proposer et voter des lois les concernant, les commerçants, etc. Pardon. Écoutez, sans aller, je pense que le souvenir n'est pas lointain, à l'époque des Gilets jaunes et du RIC, qui est dans son fondement excellent. Les lois doivent être votées par le peuple et doivent être proposées par le peuple. Et d'ailleurs, aussi bien, on ne va pas, c'est pas le sujet aujourd'hui en ce qui concerne les dom-toms, et eux aussi, ce sont des gens qui doivent décider pour eux-mêmes. Paris, l'exécutif doit juste répondre aux Françaises et aux Français. Il doit imposer absolument rien. Et ça peut se faire uniquement si vous n'êtes pas un parti politique. Si vous êtes vraiment un mouvement humanitaire, vous répondez à l'appel de vos citoyennes et des citoyens, parce que la seule priorité, c'est eux. Et non pas un agenda formaté par le CAC 40 ou par ce groupe de 38 personnes qui font partie du gouvernement de l'ombre, qui, je vous le rappelle, dirige votre vie quotidienne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ce, depuis, à ma connaissance, ces 20 dernières années. Donc oui, nous avons ces informations et nous les utiliserons à bon escient. Parfait. Alors, je vais vous poser une succession de questions qui ont été de nombreuses fois posées par les intervenants sur nos divers supports. La 69e est: si le RDH était à la tête de la France, quels seraient les statuts, salaires et indemnités des personnes qui seraient à des postes clés et qui les représentants du peuple, hein? Prévoyez-vous un barème? À définir avec le peuple. Ce n'est pas à moi à définir. À ce moment-là, on prendra un barème raisonnable. C'est sûr que des gens à haute responsabilité devront avoir certains privilèges, non pas parce qu'ils sont situés sur une pyramide, nous sommes à l'horizontale, mais c'est à partir du moment où vous avez de lourdes responsabilités, c'est sûr que les salaires en jeu peuvent être différents, mais seront votés par le peuple. On proposera, et éventuellement un référendum pourra être mis en place. Mais vous savez, une fois de plus, ce sont d'excellentes questions, mais les gens doivent comprendre une fois pour toutes que le Rassemblement des droits de l'homme éradique l'entièreté du système. On éradique, on enlève les fondations, on recrée quelque chose de nouveau. Et étant donné que ce n'est pas fait d'une façon pyramidale mais bien horizontale, donc c'est à vous, le peuple, de décider pour vous-même, car c'est vous qui allez payer ces ministres, personne d'autre. C'est clair que c'est à vous de juger quel salaire ils devraient avoir à partir du moment où ça tombe dans le domaine du raisonnable. Donc, la balle est dans votre camp, ce ne sera pas dans la mienne. Ce n'est pas moi qui prendrai ce genre de décision.
Moi, ma seule décision que je prends, c'est d'éradiquer le gouvernement de l'ombre pour finalement vous redonner une liberté et finalement que vous puissiez vivre dans notre pays. C'est tout. Merci. On nous demande aussi, maintiendrez-vous les indemnités et privilèges à vie des anciens présidents et anciens membres du gouvernement? Au revoir, peut-être pas. À cette minute, je ne peux pas vous répondre. Ce n'est pas une priorité, loin de là. Mais si ça devait l'être, moi, je pense que c'est sûr qu'un ancien président a une responsabilité à vie, car il a eu accès à des informations très sensibles. Donc, une certaine protection lui est due, obligatoirement. Maintenant, de là à maintenir un haut niveau, entre guillemets, de fonctionnement de vie, peut-être pas. Sécurité, probablement, oui. Très bien. Dans un souci d'équité, si nous, le peuple, nous payons des impôts et des taxes, quels seraient les impôts et les taxes pour les grosses fortunes, Monsieur Argillier? Je crois que là, ils vont avoir un gros problème. Tout simplement parce que, à cette minute, ce sont des gens qui ont toujours utilisé des structures pour éviter justement de payer à juste équilibre leurs impôts. Je ne suis pas d'accord là-dessus. C'est clair qu'il y aura toujours des gens pauvres et des gens riches. Par contre, ce qu'on ne peut pas accepter, c'est la pauvreté dans notre pays. À savoir, tout le monde doit manger à sa faim et tout le monde doit pouvoir se chauffer quand il fait froid l'hiver. Et maintenant, des gens riches, ok, à condition qu'ils payent leur dû. Car je rappelle à tous ces gens riches que s'ils sont riches, c'est grâce aux travailleurs pauvres. Donc, il va falloir qu'il y ait un retour équitable pour les gens qui leur permettent de vivre de cette façon riche. Et croyez-moi, le Rassemblement des droits de l'homme est là pour veiller à cela. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur notre cahier des charges et vous verrez, il y a 2 articles, peut-être même 3, qui réfèrent directement à ces impôts et à ces grosses fortunes et à ces sociétés multinationales. Je vous le rappelle, avec lesquelles nous n'aurons aucune affinité, car je ne suis pas, et nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes là pour le peuple. Donc avant tout, ma défense est pour les travailleurs qui, eux, permettent justement à une certaine élite de devenir riche. Donc les travailleurs doivent recevoir en retour une grosse partie de leur richesse. Et j'entends le maintenir de telle sorte. Merci. 72e question. Nos impôts, Monsieur Argillier, seront-ils redistribués réellement et de façon équitable aux citoyens pour le bien commun lorsque vous serez chef d'État en 2022? Très clairement, en toute transparence. Et d'ailleurs, j'invite à ce moment-là, ce sera ensemble qu'on peaufinera un agenda, qu'on formatera un agenda. Pour la première fois, j'inviterai le peuple à formater l'agenda pour eux-mêmes. Ça, c'est la vraie République. Ça sont vraiment les vraies valeurs démocratiques. Et c'est comme ça que la souveraineté sera rendue au peuple. Quel positionnement avez-vous sur le réchauffement climatique dont on nous parle tant depuis un certain nombre d'années et ça s'accélère et on en parle de plus en plus? C'est un gros problème. De là, toutes les mesures qui ont été prises, c'est une chimère totale. Chacun se dit qu'ils vont faire quelque chose et des sommes inimaginables sont déjà allouées. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un audit sur ces sommes, car certaines passent sur des plateformes très connues dans le gouvernement de l'ombre. Donc, si vous voulez vraiment faire changer cela, il faudra qu'il y ait une entente et une communication très directe et très transparente qu'il n'y a pas aujourd'hui entre les gouvernements. Aujourd'hui, les gouvernements sont là pour maintenir une politique, leur politique, mais qui n'est pas basée sur la souveraineté du peuple. Alors, je vous rappelle, si la France en elle-même tombe sous un gouvernement qui, elle, prône la souveraineté du peuple, cela va affecter l'entièreté de la planète. Et je peux vous dire que la géopolitique globale dans le monde entier changera sous une échéance de quelques semaines si le RDH venait à prendre la France en avril 2022. Et je pèse le poids de mes mots. Et vous serez là les premiers à pouvoir en témoigner.
Merci beaucoup. Je sais que vous en avez déjà un peu parlé tout à l'heure, on l'a déjà évoqué, mais la 74e question nous demande, avez-vous pensé à des énergies propres et libres? Bien sûr, dont le LNG, et il y en a d'autres. Ce qu'il faudra faire à ce moment-là, c'est de pouvoir sélectionner justement certains experts du peuple qui feront partie de l'exécutif, à rassembler les données et avec lesquelles on pourra travailler ensemble. Et peut-être la France deviendra le pays pionnier pour démarrer de nouvelles énergies qui seront véritablement là pour le bien-être des citoyennes et des citoyens et non pas pour promouvoir des intérêts privés d'un exécutif qui, lui, est à l'écoute d'une certaine élite dont les travailleurs sont victimes. Merci. Et je rappelle à cet effet que la plateforme citoyenne, justement, permet ce genre de travaux et qu'on en a quelques-uns déjà qui sont regroupés. 75e question. Quelle est la dernière phase du plan de l'agenda des élites? Celle d'avoir un total contrôle sur l'ensemble de la population, mais pratiquement, ils y sont. Hein. Regardez ce qui s'est passé ces derniers 24 mois. C'est inimaginable, c'est un film de science-fiction. Si, en 2019, je vous aurais dit, voilà ce qui va se passer de 2020 à du 1er janvier 2020 au 19 décembre 2021, vous m'auriez dit, vous êtes un illuminé, Philippe Argillier. Vous êtes un malade. Il ne faut pas tomber dans la folie de Hollywood. C'est exactement ce que vous m'auriez dit. Ben voilà, cette folie de Hollywood, vous la vivez aujourd'hui. Ce qu'on vous a fait, c'est incroyable. Une pandémie dont on vous a volé votre liberté. On vous a fait croire à quelque chose qui n'était pas. Et aujourd'hui, ils ont réussi l'impensable. Alors qu'on vote des lois pour peut-être rouler à 80 km/h au lieu de 90, qu'on vote des lois pour augmenter vos impôts, qu'on vote des lois pour vous faire tourner à droite quand on veut tourner à gauche, d'accord, mais qu'on vote une loi qui n'est pas vraiment une loi pour vous injecter un produit à l'intérieur de votre corps. Et si vous ne le faites pas, vous perdez votre travail, vous perdez votre liberté. C'est un viol. C'est inimaginable que ça se passe aujourd'hui. Et la manière dont c'est fait, c'est une façon tellement sournoise. On parle aujourd'hui d'un pass sanitaire qui va passer à un pass vaccinal. Vous savez ce que ça veut dire pour l'entièreté de la population? Pour ceux qui veulent résister, c'est pratiquement se retrouver sans abri. Alors vous avez le choix, soit de vous faire injecter sur quelque chose dont vous êtes persuadé, et vous le savez, vous avez raison, qui peut être foudroyant, qui peut être mortel pour vous. Et les données qu'on a le prouvent. Ou alors vous vous retrouvez sans abri, avec une famille et des enfants. Ce gouvernement de l'ombre doit tomber, doit être éradiqué. S'il vous plaît, à un moment, il va falloir que vous compreniez que tout ça n'est pas normal. Je n'arrête pas de vous le répéter. Il faut absolument que vous en preniez conscience et que vous preniez les décisions adéquates, à savoir vous positionner au travers du Rassemblement des droits de l'homme. Et je ne suis pas là à vous dire cela pour que je me retrouve à la tête du pays pour prôner ma présidence. Loin de là, j'ai même fait un mandat révocatoire de 36 mois. Je peux même le raccourcir, ce mandat, si cela vous rassure. Je suis quelqu'un d'authentique, je suis là pour votre défense, j'ai les éléments, je sais de quoi je parle. S'il vous plaît, faites en sorte de prendre la bonne décision, car si tel ne serait pas le cas, vous en paierez largement les conséquences, encore plus maintenant, et ces conséquences peuvent être mortelles, car elles le sont déjà aujourd'hui. Merci. On va changer de sujet. C'est une grande question. On voudrait savoir un petit peu quelle est votre position par rapport à la fuite des cerveaux, en fait, de cette excellence française qui quitte le territoire. Alors, excellence dans le domaine de l'aéronautique, pardon, dans le domaine médical, scientifique, etc. Et qui, en fait, toutes ces personnes qui partent à l'étranger
pour pouvoir développer leurs brevets, faute de moyens et d'aide financière en France. Est-ce que vous avez prévu des accords internationaux à ce sujet? Les seuls accords internationaux que j'ai prévus, ce sont les accords nationaux déjà, en commençant par la France, à savoir que tous ces gens resteront sur le territoire parce que tout sera mis en œuvre pour eux. Vous pensez bien que ces citoyens et ces citoyennes qui sont les experts, on ne va pas les laisser partir à l'étranger, car la priorité de la France sera de garder l'excellence dans le pays. Et c'est exactement ça que nous ferons. Donc c'est clair, je peux vous dire que ces gens-là auront toutes les opportunités et toutes les facilités pour rester dans notre pays. Donc, nous aurions la possibilité de protéger les technologies françaises contre les accords internationaux qui sont en fait déjà en contrat à l'heure actuelle, en fait, tout ce qui est déjà en cours. Très clairement, parce que je vais vous dire, la plus grande majorité des accords internationaux vont devenir caducs suite au rassemblement des droits de l'homme et si il sera en avril 2022. Ce sera un tsunami géopolitique, hein, je n'arrête pas de le répéter, ce n'est pas uniquement de la France. Ce n'est pas limité aux frontières françaises. Je peux vous dire une chose, que déjà à l'heure actuelle, certains chefs d'État qui se disent chefs d'État ou présidents de pays, certains premiers ministres de pays étrangers aujourd'hui suivent de très près l'avance du rassemblement des droits de l'homme, car ils savent très bien que si le RDH prend la France, les donnes vont totalement changer, et ce, je peux vraiment dire, d'une minute à l'autre. Tous les accords géopolitiques qui ont été pris à l'insu des Françaises et des Français suite à l'élection du Rassemblement des droits de l'homme seront caducs immédiatement. Immédiatement. Et remis en place et peut-être éventuellement repositionnés uniquement pour les intérêts des Françaises et des Français. Et ça, on peut le faire à partir du moment où on ne fait pas partie d'un parti politique et qu'on ne fasse pas partie de leur système. C'est la raison pour laquelle je peux vous dire que pas uniquement certaines personnes en France, mais certaines personnes à l'étranger nous suivent de très près et quelque part s'inquiètent d'une possibilité du rassemblement des droits de l'homme à la tête du pays, car ces gens-là ne prônent pas l'humanité. Ils prônent avant tout leurs intérêts personnels. Et c'est ce qui a perduré depuis des décennies, et c'est ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ouvre et je ferme une parenthèse, je félicite et toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui se rassemblent pour se battre et pour faire en sorte que ce passe vaccinal ne se passe pas, ils sont très courageux et je valide l'entièreté de leur démarche. Merci beaucoup. On repasse aux banques de données. Alors, de quel ordre sont les révélations de Philippe Argillier qui pourraient tout à fait faire basculer et la crise et le gouvernement au travers des banques de données? Ce sera uniquement positionné à partir d'avril 2022. Tout a été formaté sur cet agenda-là. Rien ne se passera avant, rien. Et si le RDH ne prend pas la France en avril 2022, ces banques de données resteront fermées. La seule possibilité de pouvoir les utiliser, c'est au travers d'un agenda qui, lui, a été pensé, une fois de plus, programmé depuis ces 6 dernières années, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, elles seront mises à disposition au travers du gouvernement français, au travers du Rassemblement des droits de l'homme, pour ainsi retrouver une souveraineté dans notre pays. Mais si cela ne se passe pas, ces banques de données resteront closes, fermées. Merci. En 2022, si vous deveniez chef d'État, que prendriez-vous comme décision par rapport à la vaccination? Alors, je vais être très clair là-dessus, très direct. Je vais sans doute choquer beaucoup de gens. À la minute où le Rassemblement des droits de l'homme prend le pays, déjà, tout passe aussi bien sanitaire ou peut-être en avril vaccinal, saute d'une seconde à l'autre. Deuxièmement, interdiction formelle de vacciner qui que ce soit et ainsi que les rappels. Interdiction formelle. Jusqu'à qu'il y ait un audit total qui soit fait sur vraiment ce qui s'est passé au travers, en particulier, certains laboratoires Pfizer et d'autres. Et je vais vous dire pourquoi.
À ce moment-là, on aura la possibilité de le faire parce que ce sera un pays qui demandera cela, un pays qui demandera un audit, un pays qui sortira de cette pandémie. Et jusqu'au jour où on prouvera, mais il faut le prouver, hein, avec des éléments concrets. Et n'oubliez pas, nous sommes propriétaires de banques de données. À ce moment-là, la France sera propriétaire de banques de données, car ces banques de données seront mises à disposition de vous, Françaises et Français, au travers de l'État. Il ne faudra pas nous raconter des balivernes, car on sait de quoi on parle. Donc, il faudra qu'ils nous prouvent, déjà, l'origine de ce virus. 2, ce vaccin, qui n'en est pas un. On sait tous qu'il faut entre 5 et 8 ans. Donc, vous pensez bien que je ne vais pas mettre à risque mes concitoyens à leur injecter un rappel ou à les faire vacciner. La France va être mise dans une sorte de bulle en attendant que des preuves irréfutables soient présentées. Et au même moment, une campagne énorme de prévention sera mise en route. Et pour toutes celles et tous ceux qui ont déjà été injectés, on fera en sorte que ça se passe au mieux pour eux. Mais la France se détachera immédiatement de toute cette stratégie, à moins qu'on nous prouve le contraire. Mais là, je crois qu'ils auront du mal. Et je peux vous dire une chose, si telle démarche se passe en France, je ne serais pas surpris que d'autres pays suivent très rapidement. Car beaucoup de gens ont été quelque part obligés de suivre cette pandémie, car dirigée par les membres du gouvernement de l'ombre, qui eux dirigent l'entièreté de la planète. Donc à partir du moment où il y a un pays, et non pas n'importe quel pays, la France sort de là. Alors pour toutes celles et tous ceux qui vont me dire maintenant, vous allez mettre tous ces Françaises et Français à risque, je leur répondrai, c'est eux qui ont mis les Françaises et les Français à risque, qui aujourd'hui, le taux de mortalité qui existe et qui n'est pas révélé de tous les vaccinés, c'est effarant. Et je peux vous dire une chose en temps normal. Hein, imaginez, et vous avez entendu ça plus d'une fois sans parler d'un vaccin, imaginez qu'il y ait une viande qui n'est pas très... ou à laquelle il y a eu un problème, quelqu'un a été malade en mangeant un tel ingrédient. Généralement, dans les 48 heures, toutes les viandes sur tout le marché de cette même provenance sont retirées de tous les marchés. Imaginez un vaccin. S'il y avait eu 1 ou 2 morts déjà au travers d'un vaccin qui n'en était pas un, ça aurait été retiré. Là, on sait aujourd'hui, on le sait, les vraies données, qu'il y a plus de morts de la vaccination, de cette injection, dont moi je fais référence à une injection, non pas une vaccination, que de ceux qui n'ont pas été injectés. Et ça continue. Là, une fois de plus, vous avez votre réponse. Donc, très strict, la France arrête l'entièreté de cette pandémie et demande à voir les vrais renseignements. Et je peux vous dire une chose, que les répercussions seront internationales et très rapides. Ça, je peux vous le garantir. Merci infiniment pour votre réponse. On arrive à la 27e question. En fait, il y en avait 27. Il y en avait une qui s'était cachée sous le tapis. Donc, c'est la 79e. Et la dernière est où se situe la France par rapport au G7 et au G20? Nulle part. Je vais vous dire pourquoi. Avril 2022, le RDH prend la France. Probablement, la première année, elle ne sera ni au G7 ni au G20. Pourquoi? C'est un peu comme la pandémie. Il faudra me prouver que, effectivement, ces grands rendez-vous aux frais des contribuables apportent vraiment quelque chose. Je peux vous le dire, ça n'apporte rien. Pourquoi? Parce qu'à une certaine époque, on formatait les agendas pour justement envoyer ces présidents à passer 48 heures ou 72 heures aux frais des contribuables, à parler de beaux projets qui, en définitive, ne mènent à rien. Donc, bien évidemment, la première année, la France ne participera à aucun G7, G20. Il faudra encore me prouver que ça vaut le coup d'aller se déplacer et ça vaut surtout le coup de faire payer aux Françaises et aux Français un déplacement de leur chef d'État pour aller palabrer, pour aller passer un bon moment, une fois de plus, aux frais des travailleurs pauvres. Ce sera très simple. Le Rassemblement des droits de l'homme est là pour vous. Donc, c'est un peu votre comptabilité. Au même titre que vous faites vos comptes chez vous, le loyer, les créances, la nourriture, la voiture, l'assurance, ce sera la même chose à un niveau d'État. Vous n'allez pas faire des dépenses superflues
parce que c'est juste comme ça. Non, moi j'ai un budget. Donc il faudra que ce budget, chaque centime qui sort de la poche des Françaises et des Français, il faudra qu'on me prouve que c'est effectivement indispensable. Sinon, ce centime, moi je vous le reverse pour que vous ayez plus de nourriture chez vous, pour plus qu'il y ait le 15 ou le 16 du mois, ou pour certains le 10 du mois, on se demande comment on va manger. Et une fois de plus, on est en hiver, on va arriver en hiver, je crois que c'est le 21, dans quelques jours. Combien de gens n'ont pas la possibilité de se chauffer? Ces centimes-là seront donnés, ça va en faire des euros, et pour que vous ayez plus chaud chez vous. Voilà, c'est une souveraineté du peuple. C'est en quelque sorte, on se retire du système. En France, on l'éradique, on construit de nouvelles fondations basées sur les vraies valeurs démocratiques qui donneront une fois pour toutes la souveraineté au peuple. J'espère que vous finirez par comprendre. C'est tout ce que je peux espérer. Et croyez-moi, je fais tout dans ma possibilité pour vous faire passer ce message qui est authentique, transparent, véridique. Il n'y a rien derrière, il n'y a aucun agenda personnel, c'est votre agenda, uniquement. Une fois de plus, à vous de décider. Eh bien, merci beaucoup, merci infiniment pour toutes les questions qui ont été posées au cours de la semaine, à toutes et à tous, et puis à vous, Monsieur Argillier, pour vos réponses et la sincérité de vos réponses. On en a terminé pour cette troisième capsule. Est-ce que vous avez un petit mot à apporter pour la fin? Oui, déjà, je vous remercie Céline et je remercie toutes celles et tous ceux qui ont posé ces questions. Le mot de la fin que je vais avoir, c'est un mot d'empathie, de compassion, qui m'affecte beaucoup. On est en période de fête et la plupart des Françaises et des Français ont peur. Et ils ont toutes les raisons d'avoir peur. Avant les fêtes, on leur a dit que peut-être on allait passer ce passeport sanitaire à un passeport vaccinal. Et je sais que, au travers de très nombreuses familles, c'est la pire des nouvelles qui a été annoncée. Alors, c'est Noël, on va faire en sorte que ça se passe bien, mais je sais que dans leur fond intérieur, ils s'inquiètent terriblement. Sachez que je suis avec vous, totalement. Sachez que je soutiens totalement tout ce qui se fait aujourd'hui à travers de tous les collectifs pour se battre contre ce passeport vaccinal qui est, je qualifierais ça de criminel, tout simplement criminel. Donc, le dernier mot de la fin sera une empathie, une compassion totale avec vous, car je fais partie de votre réalité, car votre réalité est la mienne. Faut pas penser ailleurs. Je suis un être humain comme vous. Peu importe, tout à fait, en anglais, je dirais irrelevant. Ça n'a rien à voir au niveau de qui a plus ou pas ou moins d'argent. Je reste qu'un être humain et je vis en France aujourd'hui et je serai soumis comme vous à ce passeport vaccinal. Car je peux vous dire que c'est clair que je n'ai pas reçu cette injection et jamais je la recevrai. Jamais. Donc, une empathie, mais surtout un vrai message d'espoir. Un vrai message d'espoir. Et j'espère que vous l'entendrez. J'ai, au travers du Rassemblement des droits de l'homme, au travers de ces 6 dernières années, au travers de toutes ces collaborations, y compris ces chefs d'État qui aujourd'hui attendent finalement que le RDH se positionne en avril 2022. À ce jour, il ne se positionne pas, car stratégiquement parlant, ce serait beaucoup trop dangereux. À l'exception de certains généraux américains qui ont eu le courage de dire oui, on valide l'entièreté des banques de données, on valide Philippe Argillier en avril 2022. Mais sachez que cette ouverture existe, elle est réelle. Et ce qui est effarant, c'est que je suis là encore ce soir en train de vous parler. Il y aura quelques partages, beaucoup j'espère, mais malgré tout, je suis loin d'atteindre 40, 30 ou 40 millions de Françaises et des Français à être sur une chaîne nationale. Et ça me fait mal, pour vous et pour moi, car j'ai la possibilité. Et non pas moi, Philippe Argillier, en tant qu'individu,
mais avec ce que je représente, de changer la donne et de pouvoir vous rendre votre liberté d'être et de penser. Et j'espère que ce message sera très bien entendu, car il nous reste très peu de temps. Avril, c'est demain. Donc il va falloir bouger très rapidement. Rassemblez-vous autour du rassemblement des droits de l'homme. En le faisant, c'est vous rassembler autour de votre famille. Voilà mon dernier message. Et je vous le donne avec beaucoup, beaucoup d'amour. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.